peut pas être un bon démineur si on n'est pas passionné par les munitions. Il faut bien aimer faire plein de choses différentes. Il y a beaucoup de savoir-faire à maîtriser. Et donc on avait été appelé dans une école pour aller récupérer une munition. Et le principe du piège, c'est que si on la prenait directement, on déclenchait le système. Pas dur. Quartier libre. Aujourd'hui, je rencontre un démineur, le major Hugues. Il est intervenu dans des champs de mines, en Afghanistan, au Mali, en Bosnie, en Irak. Il a désamorcé des bombes comme celles qui m'entourent. Alors, comment fait-il pour garder son sang-froid dans ces circonstances? Que devez-vous faire si vous trouvez un pétard de la Première Guerre mondiale dans votre jardin? C'est ce qu'on va voir dans cette conversation tournée à Angers, au sein d'une des plus grandes collections de munitions au monde. Et maintenant, le major Hugues. Major, pour moi, c'est très émouvant d'être dans la collection des munitions de l'école du génie d'Angers parce que c'est un retour aux sources. Je sers à la Légion étrangère, mais en tant qu'officier de génie, et donc j'ai été formé dans cette école. Et j'ai été formé par des hommes comme vous, c'est-à-dire des démineurs, des experts des munitions, des experts de tous les engins explosifs. Alors moi maintenant, mon rôle, c'est un peu moins de travailler directement dessus, plus d'imaginer avec tous les officiers du génie comment ces armes sont utilisées dans les conflits à venir ou les conflits actuels. C'est tout ça qu'on regarde ce qui se passe en Ukraine, on regarde ce qui se passe au Proche-Orient. Et en ce moment, on entend beaucoup parler de mines antipersonnelles. Je me disais que la meilleure personne pour nous expliquer ce que c'était vous. À quoi ça sert une mine? Comment ça fonctionne? Donc une mine antipersonnelle, c'est un engin explosif qui est mis en place en avance sur le terrain et qui a pour but de mettre hors de combat le personnel ou le véhicule. Si on utilise la mine anti-char, si on le met par rapport à la mine anti-char. Et aussi d'éliminer le champ de bataille, puisqu'il existe des mines 40. Donc ça permet de neutraliser du personnel, pas forcément le tuer, juste le blesser, pour amener un peu de la psychose au sein du groupe qui peut manœuvrer sur le terrain, quoi. D'ailleurs, c'est un peu, bon, je me dis que c'est pas très glorieux ni politiquement correct de le dire, mais sur le champ de bataille, en fait, c'est mieux d'avoir un ennemi blessé qu'un ennemi tué. Donc c'est vrai que ce côté psychologique où immobiliser un groupe de combat parce qu'il y a un blessé à prendre en compte, c'est plus utile. C'est complètement ça, oui. Vous nous avez dit, il y a des mines anti-char, des mines antipersonnelles. Les mines antipersonnelles, en ce moment, on en parle beaucoup. Vous nous en avez ramené une. Est-ce que vous pouvez nous la montrer et puis nous expliquer comment ça fonctionne? Donc ça, c'est une mine yougoslave. Alors il se trouve que c'est la première mine que j'ai neutralisée. Ah donc ça, c'est la première ligne que vous avez... Que j'ai neutralisée en tant que démineur. Merci beaucoup de nous la ramener. En Bosnie, en 1994. Donc mine antipersonnelle yougoslave, PMA2. Donc très simplement, elle va être enterrée dans le sol. Il y a juste la petite étoile verte qui va dépasser du sol. Et dès qu'il y a un personnel qui va marcher dessus, ça va initier la charge. Donc là, on est sur quelques dizaines de grammes d'explosifs. Donc ça ne va pas tuer la personne, mais en fonction de l'endroit où il va marcher, le devant du pied ou l'arrière, on aura plus ou moins une amputation plus ou moins haute. Et là, on n'est pas comme dans les films où en fait, il pose le pied et ça se déclenche après? Pas du tout, ça n'existe pas. Ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas, c'est que dans les films américains qui aiment bien mettre ça, mais ça n'existe pas du tout. Donc il pose le pied dessus et ça pète? Ça fonctionne immédiatement. Et généralement, en fait, il n'y en a pas une, il y en a... Il y en a, oui, il n'y en a jamais une toute seule. Surtout quand là, dans ce cas-là, elles étaient posées réglementairement par une armée régulière. Donc c'est des points de pause, comme nous on peut utiliser, enfin à l'époque on utilisait dans l'armée française. Des points de pause, donc elles étaient en quinconce, tous les 20-30 cm de ligne de mine. Et je peux la regarder? Ouais, c'est en plus hyper léger. C'est quoi? C'est le mec qui a ça dans la poche, il met ça sur le terrain? Non, c'est... Non, après, c'est bon, comme dans les unités de génie, ils ont ça dans des caisses, après dans des conteneurs de carton pour celle-ci, empilés. Bon, là, c'était de la ligne de mine en protection de base, mais on peut l'utiliser aussi en point minier pour interdire un carrefour, un passage obligé, un layon ou autre. Donc en fonction de comment on va l'utiliser, la pose va être différente. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va être rarement seule. Celle-ci, c'est une mine à action locale, donc qui va fonctionner en marchant dessus. Elle va atteindre que celui qui va la déclencher. Mais dans les mines antipersonnelles, on a 4 familles. Donc mine à action zone fixe, bondissante, ou à effet dirigé qui vont faire plus de dégâts. Elles ne vont pas impacter que le personnel qui aura marché dessus. Quelle différence avec, par exemple, un fil piège et une grenade? Le mec qui marche, il casse le fil, ça déclenche une grenade. Ça va déclencher, oui. Donc il y a des mines qui fonctionnent comme ça. Ah, il y a des mines qui fonctionnent comme ça, ouais. Alors que vous avez touché fil, donc c'est ce que je vous disais, les bondissantes ou à action zone fixe. La différence, c'est que celle-ci,
Vous avez bien compris, on marche dessus, c'est la charge explosive qui va vous impacter directement. Alors que la mine, par exemple, surpiquée, avec son zone fixe, c'est une mine qui est quadrillée, avec de la fragmentation. Quand on va toucher le fil, on va déclencher le système. Et là, sur 360 degrés, il y aura la projection des éclats métalliques. Donc forcément, ça va être mortel jusqu'à un rayon de 20 mètres. Donc forcément, ça va impacter plusieurs personnes. Ça peut impacter plusieurs personnes du groupe de combat. Ouais. Donc il y a les mines qui vont vraiment permettre d'interdire un accès à un char, à un véhicule. Et ça, c'est pas utile contre un véhicule, c'est utile contre une personne. Contre du personnel, oui. C'est pour ça qu'on appelle ça une mine antipersonnelle. Ok. Donc celle-là, vous l'avez retirée, c'était quoi? C'était un champ de mine en Bosnie? Oui, un champ de mine de protection d'une base aérienne. Donc ça, c'est mon soldat qui sondait, c'était en déminage systématique. Donc tous les 2 cm, il plantait une sonde dans le sol. Ouais, qu'il a à genoux dans le sol, là, voilà. et puis... Donc le rôle de mon soldat, c'était de la découvrir, de la préparer. Et à l'époque, j'étais chef de groupe, beaucoup plus jeune. Donc c'est après de la neutraliser. Donc certaines sont neutralisables, d'autres non. Donc celle-ci est neutralisable. C'est quoi? Il sort un pinceau? Il a quoi comme outil? Oui, il a des pinceaux, il a des petites truelles pour bien... Il a sa sonde, son outil principal, c'est sa sonde, pour planter dans le sol tous les 2 cm et arriver au contact de la mine pour la découvrir. Et après, il a plusieurs ustensiles pour la découvrir délicatement, pour préparer le travail du chef de groupe. Moi, les calibres que j'avais comme officier de génie et que mes gars, j'avais des spécialistes sous mes ordres, mais en fait, on faisait péter les trucs sur place. Quel est l'intérêt de les ramasser intacts? Alors, c'était à l'époque dans la formation française, on apprenait beaucoup à les neutraliser. Effectivement, vous, votre génération, par rapport aux standards plus ou moins ONU, parce qu'après on a déminé qu'au Liban, la procédure c'est de détruire sur place. Ah ouais, c'est ce que j'ai fait. Nous, notre volonté, c'était pas de le faire, parce que quand vous détruisez des choses sur place, vous pouvez polluer la zone. Ouais, d'accord. Ouais. S'il y a des débris métalliques, si on peut travailler aussi sur des chantiers en détection, donc ça peut poser problème. Donc c'est vrai que nous, on a une culture de neutralisation qu'on ne trouve dans pas beaucoup d'armées. Et encore, j'étais la semaine dernière en Bosnie, 30 ans après, dans le cadre d'une mission avec le pôle inter-Muminex, d'audit de leur centre. On a eu la chance d'aller sur un champ de mine, parce qu'ils ont encore beaucoup de travail là-bas. Et la procédure qu'ils ont, parce qu'ils sont formés aux normes internationales, ils détruisent tout en fin de semaine, ils détruisent toutes les mines qu'ils ont trouvées. Il n'y a plus de relevage. Mais donc elle ne bouge pas du sol en fait, on ne la déplace pas. Elle ne bouge pas du sol. Elle peut, en fonction des intempéries, dans le temps, 30 ans après, ça peut bouger, un glissement de terrain, des fortes pluies en fonction du terrain. On peut retrouver des mines qui ont bougé. Celles qui sont surpiquées, par exemple, on les retrouve au sol. Au bout de 30 ans, le piquet en bois est en bois, je vois qu'il y en a peut-être derrière. Elles sont là-bas. Ça c'est hyper important. Vous revenez de Bosnie, on est 30 ans après un conflit qui a eu lieu dans les années 92-94, hein, c'est ça. Et en fait, il y en a toujours, quoi. Oui, toujours. Des champs de mines entiers. Alors, ils ont réduit tout ce qui était champs de mines pour l'agriculture, pour les zones où il y avait quand même beaucoup de passages. Là, il leur reste beaucoup dans les zones un peu escarpées et les bois. Donc ça pose problème pour l'exploitation forestière. Donc c'est l'effort qu'ils font actuellement dans les zones boisées. Mais bon, de tout ce qui est proche des habitations, ça a été traité en priorité. Il y a de moins en moins de victimes, ils en ont encore là-bas en Bosnie? Non, il n'y a plus. Alors, au moins en déminage, on leur a demandé, depuis 18 ans, il n'y a eu aucun accident qui ont touché des militaires. Après, on n'a pas parlé par rapport aux civils, mais bon, je pense que ça reste exceptionnel. Après, les zones sont marquées, il y a des panneaux mines autour des bois dans les zones, donc après, si les gens s'aventurent dans ces zones-là, ça reste leur responsabilité. Moi, je vois, si je peux reprendre, moi je vois cet objet, c'est vrai que le premier truc auquel je pense, je me dis, un gosse qui voit ça, c'est un jouet, en plus c'est du plastique, c'est hyper léger, il y a une petite étoile, c'est sympa. On peut pas s'empêcher de penser que c'est les mecs qui conçoivent ça, c'est de la vraie saloperie, quoi. Donc ça, mine antipersonnelle, et il y a des champs entiers de dispersion pour interdire à la troupe d'y passer. Là en ce moment en Ukraine, j'ai lu ce chiffre. C'est un truc comme un tiers du territoire de la France qui est inaccessible parce que complètement miné. Pendant la contre-offensive ukrainienne en 2023, les soldats ils ont fait face à des zones les plus densément, je dirais, là où il y a la plus forte densité de mines. Donc vous pensez qu'on va avoir du boulot pour combien d'années ensuite à dépolluer tout ça? Voilà, c'est énorme. L'Ukraine est devenue le pays le plus miné du monde. Ça va se compter en dizaines d'années, surtout un coût, quoi. Ça va être des milliards d'euros. Ouais, il y a un coût énorme aussi. Ouais.
Voilà, pour la partie mine. Après, il y a la pollution. Si on fait le rapport à la France, après les 2 conflits mondiaux, on estime qu'il nous reste plus de 200 ans au rythme actuel de la dépollution en France. Là, aujourd'hui? En France, oui. Il y a encore des zones rouges autour de Verdun où ce n'est pas accessible. Parce qu'il y a eu trop de munitions, de tirées non explosées, d'obus, de grenades, etc. Donc, ils s'en sortiront, ça va être très très long, comme chez nous. Parce que ce qu'on appelle la pollution du champ de bataille, c'est pas juste les mines qu'on pose. Non. La pollution du champ de bataille, ça va être toutes les différentes munitions qui sont tirées sur un théâtre de guerre, donc les munitions d'artillerie, de mortier, des roquettes, des grenades, des sous-munitions, des bombes. Il y a un certain pourcentage qui ne fonctionne pas à l'impact pour diverses raisons. Donc c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qu'on appelle les munitions non explosées, et qu'on peut retrouver sur le champ de bataille. Et ça, c'est quand on fait de la dépollution, on tombe à la fois sur ce type d'engin. D'ailleurs, ça peut être des trucs énormes, non? Oui, bah, des bombes. Actuellement, il y a les Russes balancent des bombes de 3 tonnes. Donc, Et il y en a qui explosent pas. Il y en a qui explosent pas. Ouais. Donc, Et vous, bon, c'est pas pour, c'est pas une histoire de qui a fait la plus grosse, mais c'est quoi la bombe la plus grosse que vous avez sur laquelle vous avez travaillé? c'est une bombe de 150 kg. 150 kg? 250. 250, Une oui, bombe d'accord. russe. Donc, Ah oui, vous avez une photo, ouais, carrément. Donc j'ai choisi celle-ci parce qu'il y a un petit côté sympathique dans le sens où on l'a accroché ensuite sous un hélicoptère français, le Caracal. Donc je pense que c'était pas courant. Donc c'était en Afghanistan. En plus un peu problématique parce que c'est une bombe qui était dans des vignes, juste à côté d'un village. Donc il y avait des maisons à 30 mètres. Ah ouais, on voit là, elle est suspendue à l'hélicoptère. Donc là c'est comment elle était. Il a fallu qu'on déterre tout à la main. Donc, parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'amener d'engin. Et ensuite, bon, on a mis un moyen pyrotechnique pour dévisser en fait, le système qui permet de la faire fonctionner. Et une fois qu'on a fait ça, parce qu'on ne pouvait pas la détruire sur place, ça aurait été très compliqué, parce que les habitations étaient très proches. Donc on avait décidé de la slinger sous un hélicoptère pour l'emmener sur une zone de destruction. Alors, mettons, on l'a détruit sur place, ça fait un cratère de combien de mètres, une bombe pareille? Un cratère de 6-8 mètres de diamètre. 6-8 mètres de diamètre. Et l'équivalent en profondeur. Et c'est mortel jusqu'à quel rayon, là, en gros? Nous, quand on va faire une destruction sur une bombe comme ça, sans mettre aucune protection, on met 1000 mètres. C'est-à-dire qu'on peut mettre des choses pour atténuer. Si on n'a pas d'atténuation, on se met à 1000 mètres. On considère qu'un éclat métallique ne peut pas aller au-delà de 1000 mètres. Ouais, donc c'est impossible à détruire sur place à un moment où vous avez trouvé ça? Ça aurait été possible, mais ça aurait infligé des dégâts aux habitations du village, donc c'était pas le but. Maintenant, si on avait été obligé, on aurait atténué d'autres façons. On peut creuser des tranchées autour pour limiter l'onde de sol. Donc il pourrait taper les maisons, les fondations des maisons, faire des dégâts sur les fondations. Ce qu'on fait, c'est qu'on la recouvre de l'entonnoir équivalent. C'est-à-dire qu'on détermine, comme vous m'avez demandé, quel diamètre ça va faire en temps l'entonnoir. Et là, on va le recouvrir en sable mouillé. D'autant, on va faire un dôme au-dessus. Ça absorbe Ça absorbe. Mais ça reste une science. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dégâts. On va faire le maximum. Donc là, ce que vous me dites, c'est cette bombe-là, à côté, il y avait des habitations. Oui. Vous avez rencontré les habitants qui étaient... Ils étaient avec nous. Et c'est eux qui nous l'ont montré. Et ça leur fait quoi, le gars qui habitait à la maison à côté, se dire, là, il y a cette bombe, elle aurait pu péter Bon, elle était là depuis le conflit russo... Ah, celle-là, elle était ancienne? Oui, voilà. Donc elle était là depuis une bonne plus de 25 ans. Donc, ah oui, d'accord. Ouais. Donc c'est pas comme si ils voient le truc tomber. Ils ont dû le voir à l'époque, parce qu'ils nous ont... Quand on était passé pour une autre munition, ils nous l'ont montré, ils nous ont emmené sur la position. Parce que pendant 25 ans, ils vivent à côté de bombe. C'est ça. Et donc même 25 ans après, c'est toujours dangereux, ça peut toujours exploser. Ça reste 110 kg d'explosifs. Après, il y a cette contrainte-là. Puis il y a aussi, sur l'Afghanistan à l'époque, l'intérêt de nous de la traiter aussi, c'est qu'elle peut être récupérable pour être utilisée sur un bord de route pour taper un convoi en tant que charge. Et oui, elle peut être réutilisée pour des actes de terrorisme. De l'époque, voilà, c'est ça. Ouais. Là, par les talibans. Et ok, si je compare entre une bombe comme ça et la mine antipersonnelle que vous nous avez montrée, vous, quand vous intervenez dessus, c'est quoi le plus dangereux pour vous? Qu'est-ce qui est le plus complexe? Le plus complexe, on va dire que c'est la mine antipersonnelle. La mine antipersonnelle, ouais. Ça, on peut le traiter à distance. C'est-à-dire qu'on a des moyens pyrotechniques pour dévisser le système, la fusée, ce qu'on appelle la fusée, qui déclenche la charge explosive. Donc on a des choses pour travailler à distance.
que là, bah, vous êtes obligé d'être dessus manuellement. Donc c'est un geste technique, vous êtes en tête à tête avec la mine, donc si vous faites une mauvaise manip, parce qu'on n'est pas, c'est toujours possible, là vous êtes directement, vous payez directement la facture. Ça vous pète à la gueule. Voilà. Donc vous dites en tête à tête avec la mine, vous, quand vous avez cette tête à tête, vous pensez à quoi? Il y a quoi dans votre esprit? Bon, on pense ça remonte. On pense aux gestes techniques. Voilà, on s'entraîne tellement que, je ne vais pas dire que c'est naturel, mais on est prêt. On est prêt, donc il n'y a pas du tout d'appréhension, enfin de peur ou de... Voilà, on est dans le geste technique. Donc on est préparé pour ça, on s'entraîne beaucoup, et on est content de enfin pouvoir le faire en réel, en fait. On est de valider ces heures de... C'est des stages qui sont longs, des formations qui sont longues, vous êtes passé par là aussi. Donc on est content de restituer en réel. C'est un truc, on a fait quelques interviews juste avant vous, et à chaque fois on a la même réponse, et elle peut être un peu surprenante pour le public et les gens qui sont civils, qui connaissent pas ce métier. À chaque fois quand on leur demande qu'est-ce que vous ressentiez quand vous êtes parti en mission, ou quand vous étiez, quand le feu s'est déclenché, ou là j'imagine pour vous quand vous êtes en tête à tête avec une mine, à chaque fois on dit bah on est content parce qu'on peut mettre en œuvre ce sur quoi on a bossé. J'imagine pour des gens qui sont pas militaires, ils peuvent difficilement comprendre ça, mais ouais, pour vous, on vous appelle, on vous dit il va falloir aller sur un champ de mine et dépolluer, ou alors travailler sur un engin explosif. En fait, il y a une excitation, quoi. Ouais, c'est de l'adrénaline, de la bonne adrénaline, c'est dire ok, voilà, on va restituer, on va faire quelque chose d'intéressant, on va se confronter à la mission, parce que c'est pareil, avant de le faire en réel, on ne sait pas si on est capable de le faire. Ah oui, donc pour toute situation, donc c'est un accomplissement, quoi. Ouais, parce que donc en formation, vous travaillez sur des mines inertes, comme là on a partout autour de nous, mais vous n'êtes jamais sûr si le jour J, vous serez capable de répéter les mêmes gestes? On se pose la question. Rentrer sur un chantier de déminage, c'est pas anodin, comme sauter en parachute, comme plonger, comme aller tirer. Donc on peut se poser des questions. Mais bon, après, une fois qu'on est dessus, ben, ça se passerait bien. Ouais, moi, le truc qui m'impressionne, je voulais vous montrer, bon, il y a un film que j'aime bien, c'est Démineur. Bon, il y a plein de trucs qui sont faux là-dedans, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'il y a des trucs qui sont pas très justes, mais il y a une scène où on le voit, il est vraiment en tête à tête avec, comme vous avez dit tout à l'heure, il est en tête à tête avec sa bombe. Je voudrais que vous regardiez et puis vous me dites ce que vous en pensez. Moi, le truc qui me frappe, c'est en fait on est ultra vulnérable quand on travaille sur ce genre de choses. Donc là, il est allongé. Oui. Donc là, on voit avec la seule partie qui n'est pas protégée, ce sont les mains. Ouais, ça c'est pareil pour vous, ouais, vous Pareil, avez rien sur les mains. C'est l'outil de travail. Donc ça peut être une gêne si on a des gants, ça peut être une gêne, et donc faire un mauvais geste sur des missions qui peuvent être délicates. Bon, après, ça correspond à ce qu'on peut faire pour cette partie du film. Il y a beaucoup de parties là, il est en train de déblayer l'obus, quoi. C'est un obus, hein, c'est ça? Ouais, c'est un corps d'obus, on dirait. Ouais. Et puis il fait son analyse, il voit. Le but, c'est de dégager un maximum pour faire l'analyse du système. Là, il extrait le détonateur. Donc, ce qu'on appelle, nous, faire une réduction de charge. Donc, il enlève le détonateur, il neutralise. Sur la pince Gerber. Voilà. Donc, il a sécurisé. Donc là, il peut considérer que la charge est neutralisée. Ouais. Alors, donc là, il pourra faire d'autres actions, peut-être la déplacer. Là, il considère qu'il est safe, quelque part. Il reste toujours, bon, il a un détonateur à la main, il faut qu'il le sécurise. Voilà, il dit, voilà, c'est fait. C'est-à-dire qu'il a neutralisé l'engin. Il y aura toujours à dépasser l'obus, aller le détruire plus loin, mais on ne peut pas le faire fonctionner. Si c'est un fonctionnement avec quelqu'un qui observe pour le déclencher, il ne pourra plus le faire. Bah, je crois que c'est ce qui se passe. Juste après, bon d'ailleurs c'est peut-être la scène un peu moins réaliste, mais juste après il lève tous les fils, il tire. Irréaliste. On tire pas. Ouais. Bah, déjà au poids de chaque obus qui doit faire 40 kg, c'est impossible de tirer 6 obus comme ça. Vous savez qu'on doit... Mais non, on ne travaille pas comme ça. Bon, après, c'est... Mais bon, moi ce qui me frappe, c'est enfin pour un combattant, je me dis mais je voudrais jamais être dans cette position, parce qu'on est allongé au sol et il est ultra vulnérable, quoi. Il est en tête à tête, là, il est face à son obus. Mais dans ce moment-là, vous vous dites on est sous une bulle, vous pensez même pas peut-être à l'environnement. C'est partie du job, on l'a intégré. Donc, bon, évidemment, on va pas dire qu'il n'y a pas de danger à neutraliser une munition à IED, mais on a choisi de faire ça. C'est ce qui nous plaît. Donc il n'y a pas que ce questionnement de vulnérabilité. Voilà, je dirais même que là, il est avec la grosse tenue de protection, les OD9.
Ah, c'est vraiment, juste pour décrire à ceux qui ne voient pas, c'est une espèce d'énorme, c'est une énorme combinaison comme Un petit scaphandre. un scaphandre, ouais, ça, Ouais. c'est comme un Un peu plus de cosmonaute. 30 kilos. Nous, dans un cadre tactique comme celui-là, on ne travaille pas avec cette tenue-là, sur l'Afghanistan ou même le Mali, parce qu'elle peut être une contrainte en termes de mouvement. Après, il peut être pris à partie, donc il ne va pas pouvoir riposter. Donc, sur ce type d'intervention typique, nous, on sera équipé par balle arme pour être en mesure de riposter s'il y a besoin. Et puis surtout, on sera plus à l'aise pour travailler. Et sur un engin comme ça, qu'on ait la tenue ou pas, en fait, la tenue, elle nous protège sur le trajet. Elle protège sur le trajet. Après, elle va protéger sur une petite charge, c'est-à-dire une charge comme celle-ci de quelques dizaines de grammes ou jusqu'à 200 grammes, elle va nous protéger. Mais quand vous travaillez sur un obus qui est comme ça, qui va générer des éclats, en fait, il y a le phénomène de blast qui vous tuera. Hein, de toute façon. Le choc interne. Donc c'est pour ça que, par exemple, quand on a déterré la bombe, là, on n'était pas équipé. S'il y a un souci, c'est pas la tenue qui va nous protéger. De quelque part, parce que dans le film, il y a une autre scène où je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas peuvent se dire que c'est pas réaliste. Justement, il doit intervenir sur une munition et il retire le scaphandre, il retire tout. Oui. Ça, pour le coup, c'est crédible. Voilà, nous, on a l'autorisation de choisir notre tenue. C'est-à-dire qu'on ne dit pas dans la formation, on ne va pas vous dire qu'il faut absolument mettre la tenue lourde. Ouais. En fait, on a le choix. Donc en Afghan au Mali, vous l'avez jamais mise cette tenue? Non, en Mali, il y a la contrainte de la chaleur aussi, donc on l'a jamais mise. Et en Afghan, j'ai dû la mettre une fois, justement pour nous confronter par rapport à la chaleur. Qu'est-ce que ça impliquait comme gêne, alors on partait sur quelque chose qui était en bord de route, donc je voulais savoir, voilà, c'était la première intervention, ce que ça donnait. Et en fait, on se rend compte que dans ce cas-là, c'était une contrainte dans ce contexte-là. C'était votre première intervention sur la mission? C'était pas sur la mission, mais c'était la première intervention sur une suspicion d'IED. Ouais. Et là, donc en fait, c'est quoi? On se dit, d'accord, mais moi je préfère travailler mieux avec moins de protection pour être plus sûr? Par rapport au contexte, on savait que c'est peu de chances qu'il y ait quelque chose. Donc j'ai fait ce choix-là par rapport à ça, et pour pouvoir me jauger en termes d'intervention dans ce domaine-là. La tenue, on va surtout la mettre quand on va intervenir dans un aéroport en secteur civil. Parce que les charges sont en colis piégés qu'on se peut retrouver en Europe ou sur le territoire international, c'est moins chargé. Voilà. Donc là, on va l'utiliser là. C'est une tenue qu'on va mettre systématiquement. Mais sur de l'opérationnel, dans des cadres tactiques, on la met pratiquement plus. On la met plus. Ouais, vous avez dit, parce qu'en fait, avant d'intervenir, bon, on déclenche, j'imagine, l'alerte. Alors vous, on dit on est EOD, on va essayer de pas utiliser le terme, mais vous êtes les démineurs professionnels. En Afghan, on déclenche l'alerte, on a besoin d'un démineur. Mais en fait, il y a une part d'analyse avant d'intervenir. Donc on analyse le contexte, toujours, c'est-à-dire l'endroit où c'est posé, l'historique de la zone, ceux qui ont découvert l'engin, ce qu'ils ont observé, s'ils sont approchés près, s'ils ont pu faire des photos. Donc on va avoir toujours une phase d'analyse, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas et hop, on y va. On va récupérer le maximum de renseignements on peut avoir. À l'époque, on n'avait pas les drones, mais aujourd'hui, les OD va utiliser le drone, enfin le démineur va utiliser le drone pour pouvoir faire une approche et donc avoir visuellement ce qui se passe. Allez, en position. Armée de terre, peux-tu le faire? On imagine le démineur comme celui qu'on appelle, allez, vas-y, la bombe elle est là, lève-la, mais c'est pas ça le boulot. Vous avez toute une analyse avant. Oui. C'est ça, même en amont de la mission. C'est-à-dire que par rapport au théâtre, on va préparer la mission en se renseignant sur le type de munitions qu'il y a sur place, pour bien se préparer, parce qu'il y en a, vous voyez la salle, il y en a des milliers. Donc on va un peu cibler le théâtre, donc pour se préparer au mieux. Et il y aura toujours cette phase de réflexion. C'est pas, en fait, le démineur, c'est pas un fou comme dans le film d'ailleurs. On voit qu'il fait beaucoup de choses tout seul. Notre devise, c'est compo suit, donc c'est maître de soi. Donc il y a une grosse phase d'analyse, de compréhension. Et ce qui fait qu'il n'y a pas que le technique. Sur nos formations, il y a des échecs aussi, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de prendre le recul. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, que ce sont des mauvais soldats, mais ils ne sont pas capables de prendre le recul d'analyse et de comprendre un système avant d'intervenir. Donc cette phase, elle est très importante. On est deux à intervenir. Donc il y a la phase d'analyse et il y a toujours la concertation avant de partir. Pour ce qu'on appelle le numéro 1, c'est celui qui va intervenir sur la mission. Le numéro 2, c'est celui qui va amener tout le soutien
logique dans préparation de moyens d'intervention, en gestion de l'environnement en zone arrière. Donc il y a une grosse concertation. Ça, je trouve ça hyper important parce qu'on l'imagine mal, mais le binôme, le fait que vous avez beau être le meilleur EOD du monde, le meilleur démineur du monde, en fait, vous travaillez toujours à deux. Oui. Qu'est-ce que ça apporte dans votre réflexion, le fait d'être comme ça en binôme en permanence? On travaille mieux à 2 cerveaux qu'à un seul déjà. Après, ça permet de dire, parce qu'il peut y avoir un jour où vous dites bah, je me sens pas, je suis pas bien, donc ça permet de dire bah, c'est toi qui prends le numéro 1. Voilà, on peut prendre le relais, et puis il y a toujours un qui va avoir une meilleure idée que l'autre. Voilà, on a tous, on le dit souvent sur les formations, vous mettez un cas concret d'un engin explosif, vous passez 10 personnes, il y aura 10 façons de faire. Les bonnes façons, c'est celle de ne pas se mettre en danger. Et je trouve que je fais le lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure, le contrôle de soi. Bon, cette idée de binôme, elle est présente partout dans les armées, dans l'armée de terre, au combat. C'est l'idée aussi de ne pas se faire confiance, pas se faire confiance en soi sur certains trucs. On va avoir le binôme qui vient checker, ok, est-ce que j'ai la lumière rouge allumée, est-ce que mon chargeur il est bien en place. Ça, chez les EOD, je pense que ça doit être clé, le fait de prise de soi, et aussi être sûr que pas se faire à 100% confiance, faut avoir quelqu'un qui nous check. Oui, c'est ça. C'est un métier où c'est pour ça qu'il est très intéressant, c'est où on en apprend tous les jours. Et même avec 20 années d'expérience, on va partir avec un binôme qui vient de sortir de stage, il vous apprendra quelque chose, même sur une intervention. Donc faut être bien conscient de ça, quoi. Est-ce que c'est pas lié aussi au fait que, moi j'avais ce souvenir là en mission, en fait il y a une espèce de jeu de chat et la souris entre vous qui connaissez les munitions qui sont posées, les pièges, les bombes, et du coup vous conseillez les soldats à prendre des mesures, des contre-mesures pour ne pas tomber dans le piège, mais après l'ennemi vous observe, il voit ok ils ont compris mon truc, ils vont pas retomber dans le piège que j'ai posé auparavant, donc il évolue. Où est-ce que vous vous situez dans ce travail pour essayer d'anticiper ce que l'ennemi va faire? Ce qui est important, c'est que nous, la première mission, dans notre ordre d'intervention, c'est de neutraliser la menace. Pourquoi? Parce qu'on pourrait arriver à côté et la détruire de suite. L'intérêt, c'est si on la neutralise, c'est de récupérer le renseignement. On va pouvoir déterminer comment ça fonctionnait. Neutraliser par opposition à détruire. Voilà, par rapport à détruire, ça va être de récupérer tous les éléments constitutifs de l'engin explosif. Donc, par exemple, si c'est dans la famille des engins explosifs improvisés, on peut rentrer, il y a les RCIED, donc radio-contrôle IED, donc quelque chose qu'on va déclencher avec un téléphone ou avec une télécommande. En analysant ça, on va pouvoir déterminer les fréquences. Et donc, ce qui va permettre quoi? On utilise des brouilleurs pour contrer cette menace, de régler correctement nos brouilleurs pour contrer la menace de ce théâtre. Parce que d'un théâtre à un autre, ce ne sont pas les mêmes télécommandes qui vont être utilisées, mais pas les mêmes fréquences. Donc c'est ça l'importance de la neutralisation. C'est de récupérer un maximum d'éléments pour mettre en place un rétex en boucle courte et pour contrer la menace. Parce qu'après, l'engin il part en labo. Alors c'est ça, les éléments constitutifs pour un IED. IED, donc en fait, engin explosif improvisé. Ouais, depuis le début, on parle. Il y a les bombes, c'est du conventionnel. Il y a les mines antipersonnelles, pareil, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais après, il y a des groupes terroristes qui vont parfois prendre d'ailleurs de l'explos trouvé dans une bombe ici ou là et la trafiquer pour faire un engin, on dit, improvisé. Improvisé. Voilà, donc il y a le premier niveau d'intervention, donc c'est l'équipe de démineurs qui va la neutraliser. Il y a une deuxième équipe spécialisée qui va collecter ce qu'on appelle les ressources. Donc une fois que le danger pyrotechnique est enlevé, on va tout le collecter pour pouvoir analyser les fréquences, récupérer par exemple des empreintes digitales sur les éléments constitutifs, des traces ADN. Donc ça va partir dans un laboratoire qui va analyser tout ça. Et pour peut-être après attaquer les réseaux. Si on a une trace ADN et que sur une autre opération on arrête quelqu'un et qu'on fait un test ADN, on va pouvoir faire le lien et dire ok c'est lui l'artificier, c'est-à-dire que c'est lui qui fabrique ou qui pose. Ouais, moi c'est ce que j'ai presque préféré, un des meilleurs stages que j'ai fait dans l'armée de terre, c'était stage 8, c'était ici, c'était pas avec vous mais avec un de vos camarades, et en effet on avait tout cet aspect forensique où on ramassait des objets, on collectait les empreintes, on collectait de l'ADN, mais moi le truc que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que quand on tombe sur une mine non explosée, c'est hyper intéressant, on récupère de la ressource, mais également quand il y a eu explosion, quand le truc a fonctionné, moi au début je me disais qu'est-ce qu'on va récupérer sur un cratère, mais en fait il y a plein de choses et plein d'indices à récupérer qui vont vous servir de renseignement. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus?
Ouais, c'est la fourniture de renseignements pour attaquer les réseaux. Donc on va faire par exemple des frottis à différents endroits du cratère pour analyser, pour déterminer l'explosif qui constituait voilà. C'est-à-dire qu'après, donc le truc a explosé, mais on est quand même capable de dire quel était l'explos qui a été utilisé. Comme ça, on va pouvoir différencier si c'était un explosif industriel, donc issu d'une munition ou d'un montage, ou de l'explosif artisanal. Donc après, ça peut orienter ceux qui sont responsables d'attaquer les réseaux. Ensuite, on va déterminer, ça permet de déterminer la charge aussi qu'ils vont utiliser pour pouvoir après peut-être blinder. En exemple sur le VBL, en Afghanistan a commencé à être le véhicule blindé léger, petit véhicule de reconnaissance. Ouais, c'est un petit véhicule blindé, ouais. Qui a commencé à être tapé par des IED, et on a vu que la résistance n'était pas énorme. Donc il y a des kits de blindage par exemple qui ont été rajoutés pour le surprotéger. Donc ces analyses, même sur un cratère, même sur un endroit où il y a eu l'explosion, sont importantes aussi pour lutter contre les IED. Donc vous ramassez, il y a même, je me souviens, rien que la taille du cratère, ça a l'air de rien, mais mesurer, moi ça c'est un truc qu'on nous a appris à faire, on mesure la taille du cratère. Il y a aussi la partie photo, quand on arrive, on fige, faut que personne ne rentre. C'est vraiment en fait comme une scène de crime, quoi. Il y a le côté, c'est NCIS, on arrive, il faut que rien ne bouge. Vous regardez les projectiles, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce protocole? Vous arrivez sur un théâtre où il y a eu une explosion, quelque chose? Pour commencer dans l'équipe, donc il y a un démineur, mais il y a aussi un gendarme. Donc pour toute la partie forensique, comme vous disiez. Donc, ça c'est l'équipe 8, ouais. C'est l'équipe 8, lui qui a l'habitude de gérer ce genre de scène. Il y a un officier qui commande l'équipe, et on a aussi quelqu'un du renseignement. Donc le but c'est de geler la scène, c'est vraiment pour récupérer un maximum d'éléments, parce qu'on peut à partir d'un morceau de métallique de munitions déterminer le type de munition. On peut, c'est pas toujours bien, mais on peut le calibre de l'obus et la munition. On peut, par rapport à un circuit imprimé qui peut être un récepteur, un déclencheur, déterminer quel récepteur a été utilisé. Donc le but c'est de collecter un maximum de choses sur le terrain pour déterminer le poids de la charge, et puis après pour alimenter le laboratoire pour essayer de reconstituer complètement l'IED, et on va pouvoir se renseigner par rapport si on arrive à déterminer le récepteur, la chaîne qui amène le récepteur dans le pays, qui en achète, quel magasin en vend, etc. Ouais. Donc c'est vraiment important aussi. Parce que, mettons, vous trouvez tel mélange d'explos, je me souviens plus les substances, mais vous savez que par exemple ça peut venir d'un approvisionnement en substances agricoles, et vous savez que dans le pays il y a un fournisseur. Ouais, c'est comme ça qu'on remonte on peut arriver à remonter des pistes comme ça. Et donc une fois que vous avez topé le confectionneur, ça vous arrive aussi après, moi j'ai jamais vécu, de voir des traces sur le terrain du fait qu'on a fait reculer l'ennemi en termes de capacité expo. Ce que je veux dire, c'est que avant il avait atteint un bon niveau de perfectionnement dans ses armes, et tout d'un coup, depuis qu'on a topé le confectionneur, hop, il y a un recul. Ils ont pris 10 ans de retard par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Alors 10 ans, je dirais peut-être pas, mais c'est sûr que c'est une compétence qui est rare. En général, l'artificier, celui qui fabrique, c'est pas lui qui va poser sur le terrain. C'est pas lui qu'on envoie au carton, parce que c'est des compétences rares. Donc si lui, on arrive à le neutraliser, il est sûr que la cellule, pendant quelques temps, va falloir qu'elle recrute quelqu'un d'autre, elle va être moins efficace, ça c'est sûr. Peut-être réutiliser des mines conventionnelles qu'elle déclenche différemment. Après, il s'adapte. Après l'apparition des premiers RCIED en Afghanistan, donc les armées ont été équipées de brouilleurs. RCIED, c'est il y a un téléphone. Il y a un téléphone. Le gars déclenche à distance. Le gars déclenche à distance. Pour contrer, tous les véhicules ont été équipés de brouilleurs. Donc là, ils ont pu constater que ça ne fonctionnait pas. Donc ils sont revenus à la base à des systèmes un peu comme la mine. C'est-à-dire que c'est le véhicule qui va rouler dessus qui va le déclencher. Il y a une autre menace dont vous vous occupez, qui va être quand l'engin explosif il n'est pas posé, mais il est porté par un individu, par un véhicule. C'est quelque chose à laquelle vous avez été confronté? Oui, en tant que 8, en tant qu'équipe 8, et on avait aussi en Afghanistan aussi en tant qu'intervenant. Après, la problématique ne change pas. Il y a un système de déclenchement enlevé, une charge explosive. Donc dans l'esprit, c'est la même chose. Après, ça va être l'analyse qui va déterminer dans quel ordre on va intervenir. C'était quoi en l'occurrence? Un véhicule, un personnel? Au
Au Mali, c'était un véhicule chargé avec 600 kg d'explosifs artisanal. Il y a 2 véhicules qui sont venus sur la base de Gao pour rentrer, dont un qui a pas réussi à rentrer sur la base française, mais qui a réussi à rentrer de côté ONU, et qui s'est fait exploser au niveau de l'aérogare de la base. Et le deuxième, en fait, ça n'a pas fonctionné, donc le gars est parti. Et donc il y a eu à le traiter le lendemain. Donc c'est une équipe cambodgienne qui a traité la menace. Et après, en tant qu'équipier 8, je suis allé sur zone, mais ils n'avaient pas fini de désamorcer le système. Donc voilà, mais après, dans notre approche, vraiment, vraiment, je pense, on est un peu tous pareils, qu'on aille faire un véhicule chargé ou une grenade. La méthode est la même, la réflexion est la même, et on va s'attacher à neutraliser le système de déclenchement. Et souvent, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'explosifs que c'est là où ça va être le plus compliqué techniquement. Quand vous me posez la question tout à l'heure, entre la mine et la bombe, voilà. Donc c'est pas parce que le camion est chargé à 600 kg que le système de déclenchement va être très simple. Peut-être très simple. D'autant que parfois, il y a non seulement la charge, mais en plus, l'ennemi, celui qui a posé, comme il sait qu'il y a des experts, des mineurs qui vont peut-être venir, il va parfois poser des dispositifs additionnels qui visent vous, en fait. Oui. Donc ça m'est arrivé une fois en Afghanistan, parce qu'on ramassait aussi beaucoup de munitions, comme c'était un théâtre de guerre, il y a beaucoup de munitions un peu partout. Et donc on avait été appelé dans une école de filles, pour aller récupérer une munition. Donc il y avait juste le cul de la munition qui sortait de terre, il était à moitié recouvert. Et le principe du piège, c'est que si on la prenait directement, on déclenchait le système. Mais comme on a respecté nos procédures, malgré le fait qu'on en ramassait des dizaines, je veux dire presque tous les jours, on a respecté nos procédures, aller voir ce qu'il y avait au bout, l'ogive, et là on a découvert le système, quoi. Donc c'est vraiment le respect de nos procédures qui ont fait qu'on ne s'est pas fait piéger. Mais effectivement, c'est dans leurs analyses, tout comme ils filment les interventions, ils voient comment on procède. L'ennemi, vous voulez dire, ils filment les interventions, ouais. Si on fait toujours la même chose, ils vont placer un deuxième engin improvisé, par exemple, à l'endroit où on va se stationner. Si par exemple on se stationne systématiquement à 100 mètres de l'engin, à 100 mètres ils mettront l'engin. Maintenant, nous on s'attache à faire aller une fois à 100 mètres, à 150 mètres, à 200 mètres, à 75 mètres. Bon, on check la zone de toute façon. Mais on n'est pas du tout dans la routine. Alors on a nos procédures, parce que la phase d'approche. De la même façon que vous avez dit que les confectionneurs de bombes ennemies, c'est une compétence hyper rare. Être un expert, on dit un expert Munex, un expert munitions dans l'armée française, c'est aussi hyper rare. Et donc les ennemis vous ciblent en fait. Oui, possiblement. Ouais. Et tout à l'heure vous disiez il y a un face-à-face avec la mine, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part ce duel avec l'ennemi indirect, vous ne voyez jamais, mais vous y pensez pas? Non, moi je le ressens pas comme ça. Peut-être mes camarades, mais non, ça ne me vient pas du tout. Je l'analyse pas comme ça. Oui, je cherche à vous cibler. Et par contre, ce que je sais, c'est que, et ça, c'est pas forcément juste en mission, mais également en France, vous vous tenez au courant de tout ce qui se fait sur tous les théâtres, vous aspirez ce renseignement pour essayer de comprendre où va ce type-là, où va cet ennemi quand même, pour le dire simplement. C'est ce que je fais ici, au CAM. Je fais la gestion de l'information, donc le but c'est de collecter, comme vous dites exactement, un maximum d'informations pour que tout de suite, en boucle très courte, ça puisse être transposé à la formation. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle mine sur l'Ukraine, par exemple, il y a des nouvelles mines qu'on ne connaissait pas, que les Russes ont mis sur le terrain, dès qu'on a pu récupérer le renseignement, dont certaines qui sont dangereuses parce que pas dépassables, on remonte l'info à la formation, quoi, en boucle courte. Parce qu'il y a des mines qui ne sont pas déplaçables, qui ne sont pas déplaçables, qui ne sont pas détectables, et qui ne sont pas neutralisables. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là? On ne pourra pas avoir une action, manuelle dessus. On sera obligé de la détruire sur place. Là, on sera obligé. Tout à l'heure, on voyait, il retire le détaux. Là, c'est impossible. Alors non, il y a certains mines où on ne pourrait pas le faire. Ouais. Ça vous pète à la gueule si vous y touchez. Voilà, un petit déplacement. D'accord. Ce renseignement-là que vous chopez sur quelles sont les nouvelles pratiques sur les théâtres contemporains, est-ce que ça passe aussi par, je vais dire peut-être une bêtise, mais les réseaux sociaux, Internet? Ça passe presque exclusivement maintenant par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que par exemple, en Ukraine, les Ukrainiens se filment beaucoup. Donc on suit les comptes Twitter, TikTok, et ce qui nous permet de valider la présence de telles munitions sur le théâtre.
Après, il y a des EOD, enfin, écriniens de démineurs aussi, qui démontent des munitions, qui expliquent. Donc on arrive à récupérer beaucoup de choses sur Internet, quoi. C'est même notre source principale d'information. Donc vous, votre métier, ça ne se limite pas à aller récupérer, désamorcer une bombe et tout, c'est aussi cette partie analyse, expertise, renseignement. Voilà, depuis que je suis ici, ça. C'est vraiment, je suis au renseignement, on alimente des bases de données événementielles et des bases de données de munitions qui sont accessibles à chaque démineur dès qu'il a commencé sa formation, qui sont accessibles sur le réseau informatique, même sur les théâtres. Et donc il peut aller dans le détail s'il doit intervenir sur une munition, sur le fonctionnement, comment la traiter, etc. Donc ça correspond à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport à la préparation. Aujourd'hui, on peut taper Ukraine, ça va vous sortir toutes les munitions de la base de données qu'on a trouvées en Ukraine. C'est ce que vous disiez, l'historique, et ça vous permet de comprendre. Et puis ça justifie la présence ici de cette collection. C'est pas juste de la collection morbide, c'est pouvoir former aussi. C'est un outil de travail. Alors souvent le terme musée est utilisé, alors on n'aime pas ça. C'est vraiment la collection de travail. La salle de cours, elle est au milieu de la salle, enfin du hangar. Si aujourd'hui ils apprennent les mines, l'instructeur fait toute la partie théorique, et ensuite il vient ici, il met ses tables, il sort les mines qu'il vient de voir. S'il y a geste technique à faire, mais il voit le geste technique. S'il y a manipulation, il voit, il la touche, il se rend compte de la taille, etc. pour, une fois qu'ils sont sur le terrain, d'être performants, quoi. Il y a beaucoup d'innovations sur ce type d'armement, les mines. Ça évolue vite. Ça évolue vite, c'est-à-dire Enfin, ça évolue. Il y a des évolutions, mais on se rend compte sur le conflit ukrainien que c'est qu'on revient en base. Donc oui, il y a des mines qui peuvent détecter, des mines anti-chars qui peuvent détecter le 4e char de la colonne, envoyer une munition et le taper par le toit. Mais on se rend compte qu'au bout de bientôt 3 ans de guerre, on revient à la base avec des mines anti-chars classiques. Parce qu'il faut saturer la zone, quoi. Les frontières sont très longues, donc on revient en basique. Est-ce qu'on peut refaire le scénario, c'est-à-dire du moment où vous êtes en mission, donc vous avez parlé tout à l'heure l'Afghan, le Mali, du moment où vous recevez l'alerte, on vous dit ok, il faut partir, et jusqu'à la fin, vous nous dites étape par étape ce que vous avez fait. Donc on prend une astreinte sur le territoire. Donc là, on va être déclenché par notre officier OD. C'est-à-dire qu'il y a un officier qui est en charge de gérer les équipes, parce que souvent il y a plusieurs équipes sur le territoire. Et c'est lui qui est responsable de nous donner un ordre d'intervention. C'est-à-dire que juridiquement, on doit avoir un ordre d'intervention pour intervenir, même en opération. Donc il définit le cadre, donc c'est là où on récupère les premiers éléments, c'est le premier contact avec la mission. Ensuite, on part pas tout seul. Pas comme dans le film, par exemple, dans le film des mineurs, où on doit partir tout seul, ça c'est pas possible. Pas possible. Donc on monte dans notre véhicule blindé, une équipe est composée de 2 démineurs et de 2 militaires du rang. Là, à ce moment-là, pour situer le truc, vous êtes en Afghan par exemple? Ouais, soit on est dans notre bureau, soit on a une zone de travail où on stocke des munitions et on vide des munitions que vous pouvez trouver ici. Donc on est déclenché et en général il y a une escorte de l'infanterie pour nous emmener sur zone. Donc, et qui va nous permettre nous de créer la bulle pour qu'on puisse travailler en sécurité. C'est-à-dire qu'en arrivant sur zone, en général on a une prise de contact avec l'unité qui a découvert l'IED, ou qui a été frappée par l'IED. Si je prends l'exemple de l'école, là tout à l'heure vous avez parlé d'une école de filles. Donc en fait vous approchez, vous êtes pris en compte par l'unité d'infanterie qui a fait son cordon autour de l'école. Et là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc nous on a été, une fois qu'on est clair que tout le monde est installé, qu'on est sûr, on doit obligatoirement aussi avoir un médecin. C'est-à-dire qu'on a un médecin qui est vous avez le médecin avec vous, en permanence avec nous. Donc quand on est clair, on va à l'intervention, on va sur la munition. Et puis là comme je l'ai dit tout à l'heure, on a appliqué nos procédures. À partir du moment où il a été piégé, là on a rendu compte. Mais c'était quoi, juste pour que je comprenne? C'était un obus d'artillerie russe de 100 mm. Et il était piégé? Il était piégé, mais il était recouvert, donc on voyait juste le cul. Donc recouvert, donc ça fait à peu près cette taille, pour un calibre de 100 mm. Il était recouvert de terre, il y avait juste le cul qui sortait. Et il était quoi? Il était dans l'école? Il était dans la cour de l'école. Alors il n'était pas tiré, c'était un obus qui n'avait pas été tiré. Et à votre avis, c'était quoi le but de l'ennemi de mettre ça là? Le but, c'était par rapport à ce qu'on a discuté tout à l'heure,
c'était clairement de cibler une équipe de démineurs. En fait, ils voulaient vous cibler vous. Voilà, Ok. et clairement cibler une équipe de démineurs parce que ce type de mission, on en faisait tous les jours, d'aller ramasser des munitions qui étaient découvertes par les forces, par des civils qui faisaient la demande, comme pour la bombe. Donc ça faisait partie de nos grosses missions. C'est-à-dire qu'il y a une équipe IED qui était d'alerte pour les IED, par exemple, et puis une équipe qui faisait du ramassage de munitions, ce qu'on appelle du ramassage de munitions, pour traiter, enlever la menace, traiter, pour pas que ce soit récupéré pour rentrer dans la fabrication d'engins explosifs improvisés en bord de route. Donc là, on a appliqué nos procédures. Dès qu'on a vu que c'était un IED, donc là, Est-ce que vous étiez dans l'équipe vous étiez pas dans l'équipe IED, vous étiez dans l'équipe munitions? on fait les deux, mais on était dans l'équipe en ramassage. Voilà, on était en ramassage. Donc avant d'arriver sur place, pour vous, c'est une affaire normale, voilà, on va tout à fait récupérer. normal. Ok. Et en enlevant la terre, parce que j'ai voulu voir ce qu'il y avait au bout, et là on a vu des fils qui sortaient de l'œil de l'obus, où normalement se visse le système de déclenchement. Des fils, et donc il a fallu déterrer, ils étaient encore dans le sol, donc déterrer pour arriver jusqu'à un système de déclenchement et une batterie, une pile. Mais à partir de ce moment-là, on rend compte qu'on n'est plus sur une intervention classique d'une munition qu'on vient ramasser. Donc là, dans la chaîne de commandement, on rend compte que c'est un IED, donc on réadapte le dispositif aussi. C'est-à-dire que là, on était 2 sur zone. Là, mon équipier, il est parti. Le temps qu'on a vu que les fils sortaient de l'obus, j'ai travaillé tout seul. Ouais, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre les 2 IED en même temps. Là, c'était une munition lambda. En plus, elle n'était pas tirée, donc s'il y avait eu juste la fusée ou pas de fusée au-dessus, il n'y avait pas de danger particulier. Après, on va toujours sonder en dessous avant de relever. Toute munition, comme on ne connaît pas l'origine, comment elle a été posée, on met un coup de sonde en dessous pour voir s'il n'y a pas un piège. Mais là, dès qu'on a vu les fils sortis, c'était pas normal. Donc mon équipe est partie. Donc là, il y a une bascule de mindset, quoi. Là, on change. Voilà, là, il y a une bascule. Là, on mesure un risque. Donc là, vous dites quoi à ce moment-là? On se dit, c'est un IED, et puis on va trouver le bout, et puis ça va le faire, quoi. Vous discutez avec votre binôme? Voilà, ça a été très rapide parce qu'on a compris, c'était pas au tout début du mandat, donc on a déjà l'habitude de travailler ensemble. Donc tout de suite, on comprend, on sait ce qu'il y a à faire, donc on a dit je te laisse, il est embarqué dans les interprètes, et puis je traite le truc. En fait, une équipe qui est drillée, qui se connaît, qui a bossé, en fait, il n'y a même pas besoin de parler dans ces moments-là, vous savez quoi faire. Oui. Il y a des grosses préparations avant le départ. Et puis au fur et à mesure, donc c'était mon chef d'équipe, au fur et à mesure, moi c'était ma 2e mission en EOD, et puis la mission c'était quand même pour l'EOD, on va pas dire le supermarché de la munition, mais c'était quand même un théâtre très intéressant. Donc il m'a laissé faire, parce que j'avais acquis de l'expérience sur déjà les 3-4 premiers mois, quoi. Vous avez quel âge à ce moment-là? 32 ans. Désolé, j'insiste, mais je sais pas, pour moi c'est pas comme un soldat qui fait face à un ennemi qui est dans le contact, c'est quelque chose, c'est complètement différent de faire face à un engin comme ça où on se dit qu'en plus vous avez été ciblé. Mais à ce moment-là, vous vous dites, ok, je déroule ce que je sais faire, enfin il n'y a pas de place pour d'autres penser que j'applique la procédure. Complètement, oui. Ouais. Complètement. Je pense qu'on a, par rapport à les formations qui sont faites, et puis on est préparé à ça, on est vraiment prêt pour ça, quoi. Parce que tout à l'heure, vous avez dit la maîtrise de soi. Je sais pas, il y avait. Est-ce que ça vous a demandé un surcroît d'effort de maîtrise de soi, ou pour vous le drill avait été tellement efficace que business as usual? C'est un surcroît de concentration. On change de mode par rapport au contexte d'une munition qu'on ramasse régulièrement, et là c'est un IED, donc là par contre on passe la concentration, on passe vraiment en mode concentration, donc on va faire plus attention à ses gestes, on se rééquipe. Là j'avais des gants pour déterrer la terre, donc là j'enlève les gants, et puis je travaille tout doucement pour arriver à avoir le système de déclenchement, quoi. Je ne sais pas si vous avez ça, mais les soldats au combat, on imagine des zones de couleurs. On dit ok, là on est en zone verte, ok, là on passe en zone jaune, et puis quand on passe en zone rouge, c'est vraiment, là on verrouille sur un truc différent. Ouais, je pense qu'instinctivement c'est ça, je verrouille sur l'IED, on est focus, et puis le plus rien qui existe. Et puis je suis vraiment concentré, et là c'est là où le rôle du numéro 2 est important, c'est lui qui va verrouiller l'affaire pour que le numéro 1 puisse travailler sereinement, quoi. Vous savez combien d'interventions comme ça que vous avez menées? Combien de bombes vous avez désamorcées? Je sais pas, plusieurs. Vous comptez pas? Non, franchement, j'ai pas tenu de comptabilité. Quoi, plusieurs centaines? De munitions. En munitions, oui, on a détruit des tonnes de munitions. Ouais. En Afghanistan, on a relevé des centaines de munitions. Ouais. Des centaines, ouais. Ouais. Pour comprendre
comment fonctionnent ces engins et imaginer ce que l'ennemi peut fabriquer, est-ce que vous-même, vous fabriquez des engins explosifs qui évidemment ne posent pas, mais que vous fabriquez vous-même? Oui, dans la formation du contre-IED, du stage IEDD, il y a une étude, une partie sur l'électronique, donc pour comprendre les fonctionnements, et il y a une partie fabrication de colis, donc fabrication de systèmes de déclenchement. Je me dis dans ce duel entre vous qui cherchez à anticiper ce que le poseur de bombes terroriste fait, c'est un peu le flic face à son psychopathe. Il faut se mettre un peu dans la peau dans la peau de l'ennemi. Oui, ça peut servir. Après, c'est surtout l'utilité de cette formation, c'est de pouvoir interpréter des radios. C'est-à-dire qu'on a des moyens radio. Oui. On peut faire une radio d'un colis. Alors c'est moins sur un cadre tactique comme en Afghanistan, mais le colis dans un aéroport, le colis devant un régiment, on va pouvoir faire des radios. Et avec la radio, si on a avec la formation en électronique, on va pouvoir analyser les différents composants et on va pouvoir déterminer possiblement un fonctionnement. Ça vous rend faire face en permanence à ces pièges, ça vous rend pas paranoïaque parfois? Non, pas du tout. Non, parce que justement, il ne faut pas tomber dans la paranoïa, il faut être pragmatique. C'est sûr, on peut fabriquer des choses extraordinaires, mais on se rend compte que sur le terrain, c'est ce qui marche bien, c'est ce qui est simple. Donc non, si on tombe dans la paranoïa, même pour le déminage, vous ne mettez plus un pied dans l'herbe. Vous ne faites pas confiance à votre détecteur. Donc non, je pense que c'est vraiment la maîtrise de soi et le pragmatisme et l'analyse. En plus, des détecteurs, parce qu'on voit beaucoup. Moi, je suis sapeur, j'ai mes gars, ils ont on appelle ça des DHPN, ils ont les détecteurs, mais en fait, il y a tellement de choses qui ne sont pas détectables. Alors ça fait partie du renseignement avant. C'est-à-dire que, on prend l'exemple du Mali, je ne sais pas si vous êtes allé en section, ce qu'on apprend aux gars des sections, c'est d'utiliser leur détecteur d'une certaine façon, différente de ce qu'on faisait en Afghanistan. En Afghanistan, les charges étaient plutôt grosses, à base de munitions, donc un passage rapide suffisait pour détecter. Sur le Mali, la mine anti-char qui est principalement utilisée, l'allumeur contient, le système de déclenchement contient que 2 grammes de métal. Donc là, ce qu'on faisait en formation, quand les gars arrivaient sur le territoire, on avait récupéré des vrais allumeurs, on les mettait dans le terrain, on les faisait bosser avant, pour qu'ils puissent se rendre compte qu'il faut vraiment que le détecteur soit au ras du sol et qu'on passe très lentement. Donc ce qui implique les délais supplémentaires pour les vérifications de passage obligé ou de terrain. Mais c'est pour ça que le renseignement est très important pour qu'on s'adapte. Armée de terre, peux-tu le faire? En fait, vous me paraissez hyper flegme, vous avez l'air d'avoir vraiment un calme vis-à-vis de tout ça. Est-ce qu'il n'y a quand même pas eu un moment dans votre expérience où le palpitant il a grimpé et vous êtes dit ok, celle-là va me péter la gueule? Non, je n'ai pas souvenir de ça. Jamais. Après, c'est plus post-intervention. Sur le moment, on ne se le dit pas. C'est post-intervention, quand on va analyser ce qu'on a fait et le système route, qu'on peut se dire, je reprends l'exemple de l'obus qui était piégé. Si on l'avait ramassé, si on n'avait pas été rigoureux et qu'on l'avait tiré et ramassé, voilà, ça a des conséquences. Donc c'est après dans l'analyse, parce on débriefe toujours avec le numéro 2, parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour la prochaine? Est-ce qu'on n'a pas été trop lent sur la mise en œuvre du robot? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer? Donc c'est en poste, on se dit, bon, mais en fait, là, sur ce coup-là, c'est pas qu'on n'est pas passé loin, mais ouais, il y avait. Mais sur le moment, dans l'intervention, personnellement, jamais. Ouais. Dans le protocole d'intervention sur un engin explosif, il y a également le débrief. Ah, on débriefe toujours la suite. Alors, moi, c'est une façon de travailler, mais c'est ce qui fait progresser aussi. Dans l'approche, donc on débriefe toujours parce qu'il y a toujours à progresser. Je vous l'ai dit, on apprend tous les jours. C'est aussi l'importance du binôme. Et on doit progresser tous les jours. Je suis allé à une séance explosive de formation, des formations qu'on fait ici, je suis allé renforcer. Un des instructeurs de la marine a montré une méthode pour traiter une bombe que j'avais jamais vue. C'est gore, ouais, il y a la semaine dernière, quoi. Enfin, pas la semaine dernière, mais en cours d'année.
Donc on apprend toujours. Donc le debrief est hyper important. Les échanges de rétex. On revient, un des mineurs tous les 6 ans, il revient ici pour faire ce qu'on appelle un recyclage, donc de 15 jours. Quel que soit qu'il ait été projeté, pas projeté, ce qu'il a fait, il revient tous les 6 ans pour valider le stage. Et là, c'est l'occasion de ce qu'on appelle des rétex, des retours d'expérience, où chaque gars qui revient en recyclage présente un retour d'expérience sur une intervention qu'il a marquée, que ce soit en métropole, en opération ou dans les territoires outre. Dans les troupes de montagne, on dit qu'un bon guide, c'est un vieux guide. Est-ce qu'on peut dire la même chose d'un démineur? Oui, je pense. Ouais. Je pense. Ok. C'est-à-dire que à aucun moment pour les démineurs, quand vous êtes en opération, vous pensez à la mort. Non, je pense que si on est focus là-dessus, On travaille mal. oui, et puis ça amènera à faire, je pense, des mauvais gestes ou des mauvaises approches non. Alors je parle pour moi, je vais pas parler pour 100% des mineurs, mais c'est après. Je pense qu'on est conscient faut pas banaliser je banalise pas du tout le geste ou l'intervention. Mais c'est après, retour, qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, on a fait des choses. Mais bon, c'est le métier. C'est pas anodin une mise en œuvre d'explosifs à l'instruction en France, avec une section, c'est pas anodin. Sortir un détonateur, c'est pas anodin. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir devenir démineur? Mais quand je suis allé au centre de recrutement, je me demandais pas pourquoi, j'en sais rien, j'ai dit que je voulais toucher l'explosif. Ah bon? Donc, qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Je sais pas. Ah, c'est marrant ça. Donc le sous-officier m'a dit on peut aller sur le porte-avions pour accrocher les bombes sous les avions. Donc j'ai dit oui, bon, pas fanat. Et puis là il a percuté, il a dit non mais en fait je crois qu'il y a le génie. Donc il a sorti sa fiche, et puis bon c'était dedans, donc j'ai choisi le génie, le génie combat, pour en rentrant à l'armée. Ouais, c'est un truc que je voulais dire tout à l'heure pour que les gens se rendent compte, mais en fait vous quand vous intervenez sur ce type de mine, vous avez votre flingue, vous avez votre frag, vous êtes au combat. Donc avant d'être un démineur, vous êtes un combattant. Ah oui, on est des combattants avant comme tout à chacun. On a nos spécialités, mais on est des combattants à la base. Ouais. Donc ça veut dire qu'en vous engageant, franchement je vous demande parce que c'est assez rare, mais en vous engageant, vous saviez déjà que vous vouliez être dans cette branche. Je voulais toucher de l'explosif. Toucher de l'expo, ok. Parce que dans le génie, il y a aussi, nous on dit parfois détruire, souvent construire. Donc, mais construire des ponts, c'était pas votre truc, quoi. Ah, on l'a fait en génie combat, on l'a fait. Ah ouais. Le déminage, c'est qu'une partie du génie combat. On a construit des ponts bêlés, des ponts de charpente. J'ai fait tout le panel parce qu'on n'est pas EOD spécialiste tout de suite. Ça dure combien de temps la formation? Moi, alors la formation, c'est 12 semaines pour la partie munition. Sachant qu'avant, dans la partie génie combat, on fait déjà à l'époque, on faisait déjà des formations, comme vous avez fait. Ensuite, la partie IED et contre-IED, c'est 7 semaines le stage, donc contre-terrorisme. Ensuite, il y a encore une formation dans tout ce qui est munitions à chargement chimique, bactériologique, radiologique, donc qui dure 8 semaines. D'ailleurs, là-dessus, on a fait... alors hier, moi, j'étais au 2e régiment de Dragons et on a interviewé une capitaine qui est spécialiste du risque chimique, radiologique, tout ça. Donc même là-dessus, vous avez des compétences aussi. Oui, alors nous, on a les compétences en termes de protection et en termes de neutralisation de la pyrotechnie. Et on travaille en synergie avec eux dès qu'on a la suspicion d'un colis sale. On travaille avec eux. Donc cette capitaine a dû déjà travailler des EOD sur les exercices. Parce qu'une fois que nous, on a neutralisé le système pyrotechnique, c'est eux qui vont venir faire les prélèvements pour analyse et pour la suite. Ouais, tout à fait. Du coup, là, vous êtes passé plutôt côté formation, en plus du renseignement ou pas? Je fais les deux. Mon poste principal, c'est sur la partie renseignement, gestion des bases de données. Je m'occupe aussi de la collection de travail ici avec un autre major. Du rapatriement des munitions, des échanges avec les unités, parce qu'on alimente aussi les unités pour qu'ils puissent s'entraîner. Et je renforce, la semaine prochaine, je pars dans les Ardennes pour renforcer la dernière semaine d'évaluation du stage sur les munitions. Donc je pars 8 jours et j'ai un atelier pour évaluer les jeunes. Donc là maintenant, vous y tenez à ce rôle de transmission. Je me dis qu'avec vous avez fait, j'ai noté, vous avez fait 2 fois l'Afghan, 2 fois le Mali,
vous avez fait la Bosnie, le Kosovo, vous êtes aussi parti en Polynésie, on en parlera juste après. Là maintenant, comment vous transmettez toutes ces expériences aux jeunes? Ben, je pense que c'est le rôle le plus important. Tout comme les gens qui m'ont formé, voilà, on commençait à construire mon parcours dans le domaine. Donc moi, quand je suis arrivé ici, je rentrais de séjour à La Réunion et je n'ai pas demandé de régiment. La seule affectation que j'ai demandé, c'était ici parce que je pensais que c'était le moment de passer le relais aussi. L'école du génie d'Angers? Enfin, le pôle interarmée Munex, qui fait partie de l'école génie. J'ai demandé que le pôle interarmée Munex, je n'ai pas demandé l'école parce qu'il y a aussi des démineurs à l'école. Et votre but, c'était former les jeunes, les futurs Munex? Rendre ce que les anciens ont fait pour moi. Donc, et je pense que c'est le rôle le plus important sur la carrière, quoi. Ouais. Par rapport à la manière dont vous avez été formé, ça a beaucoup évolué ou pas? Oui, c'est beaucoup évolué parce que les missions ont évolué, les matériels ont évolué. Et dans la manière de faire aussi? La pédagogie, les outils disponibles. Alors la manière de faire, non. La neutralisation d'une mine reste une neutralisation d'une mine. Le geste technique reste le geste technique. L'IED, l'engin d'explosion improvisé, c'est la même chose. Ce qui change beaucoup maintenant, c'est le matériel à disposition. Le drone. Pourquoi les drones, ils changent la guerre là-dessus? Pour nous, ils font gagner du temps sur l'intervention parce qu'on va pouvoir venir proche et puis voir visuellement. Le robot le permettait, mais le robot n'était pas utilisable. Le robot terrestre on ne peut pas l'utiliser dans toutes les conditions. Que là, parce drone, qu'en effet, c'est le premier truc auquel on pense. On se dit, mais pourquoi on a besoin d'un être humain pour aller relever la mine? Les robots peuvent pas faire ça? Si, mais j'en reviens à ce que je vous disais, c'est la neutralisation. Récolter l'intervention. Alors sur les robots, on a des moyens d'intervention. Donc dans certains cas, on peut intervenir avec le robot, tirer sur l'engin explosif pour le disloquer, séparer les éléments, mais il y aura toujours l'intervention humaine. Mais des fois, le robot il ne fonctionne pas, peut pas progresser sur le terrain qui ne le permet pas. Donc c'est un complément, ce n'est pas une règle, c'est un complément. Tout comme le drone, tout comme tous les éléments qu'on a. Donc là, l'avenir, ce qui est en train de se développer, c'est mettre un canon sous un drone. Donc pour pouvoir encore s'approcher et tirer à distance. Dès qu'on peut, on fait des choses à distance. Et là encore, si on veut, comme vous le disiez tout à l'heure, récupérer l'engin pour pouvoir enquêter, faire du forensique, récupérer les empreintes, l'ADN et tout, il n'y a rien qui remplace les mains. Voilà, et puis vous pouvez tirer sur quelque chose et puis ça ne fonctionne pas, arriver et puis voir que le système n'est pas... Vraiment, il n'y a pas de règle. Il peut se passer plein de choses sur une intervention. Ça peut durer 10 minutes comme ça peut durer 2 heures. Donc ouais, la grosse évolution, c'est les matériels. Et puis la pédagogie sur la formation. Je pense que maintenant, on a des zones d'entraînement qui mettent vraiment les gens en situation très proche du réel. Pas que c'était pas le cas avant, mais c'était beaucoup moins développé, quoi. On peut utiliser aussi la réalité virtuelle, ce genre de... C'est une piste. Il y a des pays qui travaillent dessus. La France souhaite développer, mais il y a des pays qui sont à fond là-dessus. Après, je ne l'ai jamais vu, je demande à voir, parce que entre dévisser réellement à l'entraînement la mine et puis le faire en virtuel, je suis un peu old school. Je pense que le mieux, ça reste quand même ça, quoi. Parce que là, on sent que si on dévisse virtuellement quelque chose, je sais pas. Après, il faudrait que parce que j'ai vu que j'essaye pour... je sais pas, des chirurgiens, par exemple, qui, en effet, ça doit être la même chose pour eux, c'est mieux de faire en réel, mais on change un peu de théâtre. Vous nous avez rapporté ce coquillage, vous pouvez m'expliquer pourquoi? Donc, dans la spécialité de démineur, on a les opportunités de partir dans les dom-pom. Pourquoi? Parce que là, si vous trouvez une munition dans votre jardin, c'est la sécurité civile qui va venir la traiter. Les terrains militaires, ce sont les démineurs des armées. Dans chaque régiment, il y a une équipe, il y a un binôme qui est en alerte tous les jours pour aller traiter une menace sur un terrain militaire. Et comme la sécurité civile n'est pas sur les dom-pom, sauf en Guyane, ce sont les armées qui assurent le déminage de ces territoires. Donc on a la chance de faire des séjours de 2 ou 3 ans. Donc vous étiez où? Donc là j'étais en Polynésie. Polynésie? Sur quelle île? Alors on est sur Papeete, on est sur vous êtes à Tahiti? On est sur Tahiti. Et donc on a été faire une intervention sur un atoll, l'atoll d'Ikweru, qui est dans l'archipel des Tuamotu, les îles Basses, sur des obus du 19e siècle.
Donc un petit atoll, 200 habitants, juste une piste d'aviation, pas d'hôtel, pas de bar, enfin pas de rien. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Mais bon. Et donc accueilli chez l'habitant, c'est un peu la fête quand on arrive, c'est l'événement du trimestre, enfin, du semestre. Donc bon, il y a accueil de fou, hein, comme ça le faire les Polynésiens, et collier de fleurs. La première section, j'avais deux Marquisiens, les meilleurs soldats que j'ai jamais eu. Donc collier de fleurs, donc on dort chez l'habitant, le lendemain on va traiter les 2 obus qu'il y avait à détruire. Et en partant, j'avais vu ça chez... Donc j'avais demandé, ils avaient une petite boutique, j'ai dit je t'achète tes coquillages là. Et elle m'a dit non, elle me l'a donné, prends-le, c'est parti. Donc ça marque vraiment le passage sur la Polynésie, il est dans mon salon là, d'ailleurs. Et c'est le passage marquant sur la Polynésie, comme on dit dans le Pacifique, on laisse toujours une part de nous quand on en part, quoi. Vous regrettez ce séjour là-bas? Il ne faut pas avoir de regrets, mais c'était une parenthèse extraordinaire. L'armée amène à faire des trucs quand même de dingue. C'est ça. Sur ces théâtres, moi j'ai lu un truc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais moi ça m'a fait marrer. Sur une autre île, l'île Falkland, là, au large de l'Argentine, il y avait, dans le conflit entre l'Argentine et la Grande-Bretagne, une plage entière remplie de mines, d'obus et tout, qui du coup a été désaffectée, enfin interdite pour les humains. Et les pingouins en ont fait leur lieu comment on dit, là où il y a les jeux et tout, là où ils nichent exactement. Parce qu'en fait, eux, ils sont pas suffisamment lourds pour déclencher les mines. Et donc cette zone qu'on imagine, un no man's land mortel, en fait, c'est quelque part a été réapproprié par là. Tu vois, voilà, je trouvais ça marrant. Je ne connaissais pas cette anecdote. Ouais, c'est pour terminer sur une note un peu plus douce. Quels seraient vos conseils à un jeune là qui rentre dans l'armée de terre? Bon, peut-être qu'il n'est pas plus que ça fanat des explos comme vous, mais s'il veut devenir démineur, ce serait quoi le conseil pour vous? C'est compliqué comme question. Ou en tout cas, faut que ce soit un passionné. On peut pas être démineur si on n'aime pas on peut pas être un bon démineur si on n'est pas passionné par les munitions et par cet environnement. Donc déjà, faut que ça soit une passion. Faut que ce soit pas forcé. De toute façon, c'est que sur volontariat. Donc d'être passionné, d'être endurant, c'est-à-dire que c'est dur. Donc faut accepter entre guillemets d'être mis en difficulté. Parce que les formations sont difficiles. Donc faut se fixer des objectifs élevés. Voilà. Donc faut bien avoir le moral. Allez, donne-moi ta main. Armée de terre. Peux-tu le faire? parce que à la fois, ouais, combattant, vous êtes sur le terrain, ça peut durer, parfois une opération, ça peut durer longtemps. De toute façon, on est en opération avec l'infanterie, on est détaché on est sur le terrain de la même façon, parce qu'on est en soutien des forces. Donc oui, en dehors de la partie du soldat, mais je parle vraiment pour la partie des mineurs par rapport à la question. Voilà, faut être passionné. Le premier truc, c'est vraiment faut que ce soit une passion. Faut aimer ça. Mais ok, je pose une question bête, mais quand on est civil, comment ça peut être notre passion avant? C'est quoi? C'est quelqu'un qui aime bien la bidouille? C'est quelqu'un qui est... Ouais, faut être un peu bricoleur. Hein, Bon, après, le sapeur, c'est un peu on appelle le couteau suisse de l'armée. Donc, C'est bricoleur. alors, je sais pas comment ils le vendent dans les SAFA, mais on aime bien être dans la merde. On aime bien Trouver le système D, ouais. le système solution. D. Ouais, bon, je suis arrivé là parce que moi, c'est sûr, j'avais l'idée de l'explo, mais le sapeur, faut bien aimer faire plein de choses différentes. Il y a beaucoup de savoir-faire à maîtriser. Mais il faut que ça lui soit présenté. C'est sûr que quelqu'un qui arrive du civil qui se dit il sait pas ce que c'est un sapeur, il faut que ça lui soit expliqué. Je pense que c'est rare le gars qui arrive et qui dit je vais être sapeur. Je pense que les gars arrivent et disent je veux être dans une arme combattante. Donc Moi, c'est ce que je m'étais dit. Vous voyez, donc moi j'ai choisi une arme, j'ai choisi la SAP, j'ai choisi le génie, et je m'étais dit exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire j'ai l'impression que c'est l'arme qui va me faire le plus de métiers différents. Et je peux être pompier à la BSPP à Paris,
je peux être démineur, je peux être à la sexive que vous avez, la sécurité civile que vous avez mentionné. Donc tout ça, d'ailleurs, si vous ne savez pas quelle arme rejoindre, si vous avez ce projet de rentrer dans l'armée de terre, il y a un programme qui s'appelle le programme Ambassadeur. Vous allez sur le site s'engager.fr et là vous allez avoir des profils de différents militaires, un sapeur, un cavalos, un artilleur, et vous pourrez leur poser des questions directement sur les spécificités du métier et voir si ça vous plaît. Il faut être curieux, passionné. Il y a de la curiosité. Il faut être curieux parce que ça évolue tout le temps. Et en même temps, quand on voit un truc, et je pense que c'est peut-être un bon conseil pour tous les civils qui nous écoutent, quand on voit, si on trouve dans votre jardin un truc qui ressemble à une arme ou à un obus, qu'est-ce qu'on doit faire? Ou le signaler à la gendarmerie, qui eux se chargeront de prévenir la sécurité civile. Ouais, on touche pas. Ah non, dans tous les cas, oui, on ne touche pas. Le truc de le ramasser à la gendarmerie, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il y a encore tous les ans, il y a des accidents, beaucoup dans l'est de la France, parce que c'est là où ça a été le plus pollué par surtout la Première Guerre mondiale. Tous les ans, il y a des accidents de gens qui ramassent des choses. Parce que là, il y a vraiment des systèmes très sensibles et qui fonctionnent toujours, même plus de 100 ans après qu'ils étaient tirés. Donc c'est surtout ne pas toucher, prévenir la gendarmerie, qui préviendront la sécurité civile et qui viendront chercher la munition. Oui, il y a des experts comme vous qui vont intervenir. Voilà, c'est des démineurs comme nous. On a les mêmes qualifs, alors ils sont plus orientés sur la munition ancienne, historique, ce qu'on appelle historique. On est plus orienté sur la munition des théâtres, même si on traite aussi la munition historique, puisqu'on traite la menace sur les terrains militaires, les terrains d'entraînement de Champagne, donc régulièrement on trouve de la munition. Je suis curieux, la sécurité civile, quand ils ramassent mettons une mine ou une bombe, ils en font quoi après? Ils détruisent. Ils détruisent. Alors maintenant c'est compliqué d'avoir des zones, ils utilisent les terrains militaires des fois pour détruire. Ils vont à Captieux, ils allaient à Congers, ils utilisent des infrastructures militaires. Il y a des conventions qui sont faites avec. Quand c'est beaucoup de charges, quand on détruit en fourneau, c'est-à-dire qu'on va détruire plusieurs dizaines de kilos ou tonnes de munitions. Et après, si c'est de la munition isolée, vous pouvez faire ça dans un champ, vous pouvez détruire. Si c'est pas déplaçable, on va mettre des choses en place pour les détruire. Mais en général, ils stockent, s'il n'y a pas de danger, ils les stockent et puis ils font des campagnes de destruction sur le terrain. Bon, on va terminer sur ce conseil, donc si ça vous arrive, ne touchez pas. On ne touche à rien. Appelez la police. Et il y a des experts comme Major qui vont intervenir. Major, merci beaucoup d'avoir accepté cette conversation, puis discuter un peu de votre parcours. C'était hyper intéressant. Voilà, merci beaucoup. Ça s'arrête là. Armée de terre, peux-tu le faire? Pour le savoir, s'engager.fr. L'armée de terre recrute 16 000 soldats et 5 000 réservistes par an et forme à plus de 100 métiers.